Bonsoir, bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. 10 ans que cette décision de justice était attendue dans l'affaire de Clichy-sous-Bois. La relaxe des deux policiers a été prononcée par le tribunal de Rennes. Les agents étaient poursuivis pour non-assistance à personne en danger envers les deux victimes décédées, Ziad et Bouna. Ce drame avait provoqué plusieurs semaines d'émeutes. Les réactions dans ce journal. 7 syndicats sur 10 appellent à faire grève. La réforme du collège à l'épreuve de la rue demain. Alors que la mobilisation s'annonce importante, Manuel Valls monte au front de nouveau pour défendre le projet de l'exécutif et depuis quelques semaines. C'est une bataille qui se dessine aussi à droite. Qui aura le leadership sur le collège? Bruno Le Maire a une avance certaine. On en parle dans le grand décryptage du lundi 22h avec Frédéric Dabi de l'IFOP, notre chroniqueur Jean-Louis Gombault et Jean de Boihu, auteur du livre Anti-secret, Fillon-Sarkozy, ce qui n'a jamais été dit. L'avocat de Jérôme Kerviel saisit la commission de révision pour faire annuler la condamnation de son client. De son côté, l'avocat de la Société Générale, Maître Veil, se dit éberlué par les déclarations de la commandante de police de la brigade financière. L'enquêtrice a dénoncé les dysfonctionnements de l'enquête. Elle est revenue sur ses propres conclusions. Retour sur une affaire à rebondissement tout à l'heure. Enfin, si les terroristes de l'État islamique reculent sur le terrain syrien, ils progressent par contre sur le sol irakien. Daesh s'est emparé de la ville de Ramadi et se rapproche de Bagdad. C'est un lourd revers pour les forces de sécurité irakiennes. Les djihadistes ont fait de cette région de la vallée de l'Euphrate leur priorité. Les détails dans le tour de l'info tout à l'heure. Voilà donc pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie ce soir. C'est un drame qui avait coûté la vie à 2 adolescents et enflammé les banlieues françaises et au-delà. 10 ans après, les policiers ont été totalement mis hors de cause. Immense soulagement pour eux. Les pleurs et les cris des proches de Ziad et Bouna ont résonné aujourd'hui dans la salle du tribunal. Plusieurs manifestations sont organisées en ce moment à l'appel des familles. On voit tout cela avec Sandra Cerquera. La fin d'une bataille judiciaire qui dure depuis 10 ans, avec la relaxe définitive des policiers dans l'affaire Ziad et Bouna. Le tribunal correctionnel de Rennes décide donc de suivre la décision du parquet. Écœurées, les familles espéraient une condamnation même symbolique. Je suis déçu, je suis dégoûté, je suis tout ce que vous voulez. Les policiers sont intouchables, c'est pas que dans cette affaire. L'avocat des familles a annoncé leur intention de faire appel. Il n'y a rien dans ce jugement, il n'y a rien, pas une seule fois, pas une seule ligne, pas un seul mot qui ne reprenne la thèse des parties civiles que je continue à appeler les victimes. Voilà. Il est évident que nous allons faire appel devant la Cour d'appel. Nous irons, s'il le faut, et si c'est nécessaire, jusque devant la chambre criminelle de la Cour de cassation. Nous y sommes allés. Le 27 octobre 2005, après une course-poursuite avec des policiers, les deux jeunes garçons entrent dans le site d'une centrale EDF à Clichy-sous-Bois. Ils pensaient y être à l'abri, ils y sont morts électrocutés. Pour le tribunal correctionnel, les policiers ont bien fait leur travail. Tout le monde avait les familles des victimes, Mais imaginez deux familles de policiers dont les policiers sont convaincus qu'ils n'ont commis ni erreur, ni faute, ni délit, et qui depuis 9 ans se trouvent mis en cause dans une certaine presse. Enfin, il faudrait peut-être y penser à ça aussi. Les policiers, après une enquête interne, n'ont jamais été sanctionnés et ont même reçu lors de l'audience le soutien de l'agent judiciaire de l'État qui s'était engagé à prendre en charge d'éventuels dommages et intérêts. Et puis c'est un commentaire qui a déclenché la polémique sur Twitter. Marion Maréchal Le Pen a évoqué la relaxe des deux policiers sur les réseaux sociaux. La députée FN du Vaucluse écrit, je cite, « Ce verdict prouve que la racaille avait bien mis la banlieue à feu et à sang par plaisir et non à cause d'une bavure policière. » De très nombreuses réactions s'en sont suivies, comme celle d'Emmanuel Cos, la secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts, qui s'indigne. « Vous êtes une honte pour la France », écrit-elle. Dans l'actualité, c'est une affaire qui n'en finit pas de rebondir. Et quel rebondissement dans cette affaire Kerviel. Selon la commandante de police en charge de l'enquête, plusieurs éléments établiraient que des dirigeants de la Société Générale étaient au courant des agissements de l'ex-trader. L'avocat de Jérôme Kerviel saisit la commission de révision du procès. Et face à de telles déclarations, l'avocat de la banque se dit
et Berluet. On voit tout cela avec Sophie Normand-Couturier. Jérôme Kerviel obtiendra-t-il l'annulation de sa condamnation pénale et un nouveau procès en révision? L'ancien trader de la Société Générale vient d'en faire la demande. À l'origine de cette démarche, un témoignage révélé par Mediapart, celui de la policière qui pilotait l'enquête. Une enquête complètement prise en main par la Société Générale, selon elle, qui lui donne la certitude que la hiérarchie de Jérôme Kerviel ne pouvait ignorer les positions prises par ce dernier. L'enquêtrice a notamment évoqué le témoignage de cet ancien salarié de la banque, opérant à l'époque au sein de l'entité risque opérationnel. Les couleuvres que la justice a avalées sont imprimées noir sur blanc, donc il suffit de relire, y compris ce que la justice elle-même a exprimé, des contre-vérités qui sont assez hallucinantes pour qui connaît un peu le monde de la finance et ne serait-ce que les normes comptables. On ne peut pas jouer avec les normes comptables. La Société Générale s'étonne des déclarations de la policière et rappelle que Jérôme Kerviel avait lui-même déclaré aux policiers qui l'interrogeaient en janvier 2008 qu'il avait agi seul et à l'insu de sa hiérarchie. L'ancien trader a été condamné à 5 ans de prison, dont 3 ans ferme. Le parquet de Nantes s'oppose à l'inscription à l'état civil de 3 enfants nés par gestation pour autrui. La décision de les inscrire avait été validée par le tribunal de grande instance de la ville. Le parquet de Nantes a donc décidé de faire appel pour interdire cette inscription d'enfants nés de mères porteuses à l'étranger. Je vous rappelle qu'en juin 2014, la Cour européenne avait rendu des arrêts condamnant la France dans 2 affaires de refus de retranscription d'actes d'état civil. La suite du 22h à présent, et c'est le grand décryptage du lundi sur 3 thèmes ce soir. D'abord, dans l'actualité bien sûr, la réforme du collège à l'épreuve de la rue. Tandis que la mobilisation s'annonce importante, l'exécutif maintient le cap et monte au front pour défendre son projet. Et la ministre de l'Éducation, Najat Vallaud-Belkacem, on en parle. Et puis la bataille de l'école, c'est aussi une bataille qui se dessine à droite avec une course pour prendre le leadership de l'opposition contre cette réforme du collège. Bruno Le Maire a pris une avance certaine. Qu'en est-il des autres leaders de l'UMP? Analyse à suivre. Enfin, c'est l'affaire à rebondissement. Le témoignage de la commandante de police en charge de l'enquête sème le doute. L'affaire Kerviel ou le scandale qui n'en finit pas. Que faut-il en penser? On va en parler. On attend toutes vos réactions comme d'habitude pour le lundi décryptage via le hashtag le 22h. Et je vous présente nos invités ce soir. Frédéric Dabi, bonsoir. Bonsoir Sonia. Et bienvenue, directeur général adjoint de l'IFOP. Nous accompagne ce soir Jean de Boihu, bienvenue. Bonsoir. Et bonsoir, vous êtes ex-secrétaire d'État chargé de l'enseignement supérieur. Vous êtes, je le précise, un ancien très proche de Philippe Séguin et vous avez été conseiller de François Fillon à Matignon. Vous publiez ce livre dont on va parler ce soir en détail, Anti-secret, Fillon, Sarkozy, ce qui n'a jamais été dit, aux éditions de Plomb. Et je rappelle également que vous êtes professeur agrégé. Absolument. Merci d'être avec nous. Notre chroniqueur également nous accompagne, Jean-Luc Gombault, bonsoir. Bonsoir Sonia. Alors messieurs, on va parler de cette actualité. C'est la réforme du collège qui a connu les critiques acerbes de nombreux intellectuels, les flèches acérées de l'opposition et maintenant, c'est l'épreuve de la rue. Frédéric Dabi, ce sont les syndicats, 7 sur 10 qui défient le pouvoir. Après tant de polémiques, de débats et parfois de faux débats, que pensent dans vos enquêtes, dans vos sondages, les Français de cette réforme aujourd'hui? Ils sont d'abord pas bien informés sur cette réforme qui est tombée aussi à des moments de pont où l'attention de l'opinion n'était pas très forte. Ils ont le sentiment que Najat Vallaud-Belkacem passe en force dans une enquête IFOP pour Atlantico. 3/4 des Français et un sympathisant de gauche sur 2 considèrent qu'elle n'est pas à l'écoute de la population sur la question du collège. Surtout, il y a un problème, je pense, d'incompréhension sur l'objectif de la réforme. Quand la ministre dit « je vais lutter pour aider les élèves en difficulté, pour l'égalité à l'école », beaucoup de Français, à droite, mais pas seulement, n'écoutent pas le mot justice, aide aux élèves en difficulté, mais écoutent plutôt, pensent égalitarisme, nivellement par le bas, affaiblissement du niveau scolaire. Et là, Sonia, on touche une crainte majeure de l'opinion publique. Quand on dit que les Français sont pessimistes dans les enquêtes, c'est vrai. Ils le sont surtout par projection.
par projection pour leurs enfants. Et là, il y a des vraies craintes, avec bien sûr des fantasmes, du combat politique, on en parlera un peu plus tard, sur le devenir de leur enfant au collège. Et là, on a le nœud de la crispation actuelle dans l'opinion publique et le fait qu'aujourd'hui, cette réforme est soutenue par une minorité de Français. Vous avez dit un mot très important, le devenir des enfants. Jean de Boïs, c'est peut-être pour cela que cette réforme cristallise autant les mécontentements. Ça touche à l'avenir, à ce que nous sommes, à ce qu'est la France et à l'avenir des enfants. Mais les Français vivent au contact de l'école. L'école, c'est pour les Français quelque chose qui se passe tous les jours, matin et soir. Des nouvelles de l'école, ils l'ont sans cesse de la part de leurs enfants. Et ils y tiennent à leur école. Moi, j'ai un regard un peu plus optimiste que tout le monde sur cette question. Je trouve que l'école française, elle marche. Il y a un problème, c'est qu'il y a beaucoup d'exclus du système scolaire, il y a beaucoup de lieux où la mixité sociale est soit insuffisante, soit carrément disproportionnée. Mais c'est une école qui marche, c'est une école qui forme des gens, des élites. Donc on n'a pas besoin de la réformer aujourd'hui ? Il suffit de regarder. Alors, est-ce qu'il ne faut pas la réformer? Non, je trouve qu'il est tout à fait juste que de temps en temps, le pouvoir, le gouvernement, se penche sur l'état de l'école, sur les besoins de l'école. J'ai participé à des nombreux cabinets ministériels, M. Darcos, M. Ferry et bien d'autres. Ils sont vent debout contre cette réforme. Oui, mais enfin, ce que je trouve dommage, c'est qu'on ne puisse pas discuter de ce sujet en France d'une manière absolument sereine, calme, qu'immédiatement il faut choisir la rue. Quand je vois mes collègues défiler, et je ne vous cache pas que je suis plutôt avec eux en général, ouais. Et je le suis demain, mais je vois ça pour moi comme un jour triste. Parce qu'il y a une obsession pour les gens qui sont nés à l'éducation nationale, qui vivent avec l'éducation nationale, c'est la peur de la guerre scolaire. La guerre scolaire en France, les gens ont complètement oublié qu'il y avait une période de l'histoire de France où les Français n'aimaient pas les Français, et le champ de bataille, c'était l'école. Et cette guerre scolaire, on a trouvé son équilibre grâce à des gens raisonnables, grâce à des lois comme la loi sur la laïcité, comme des accords entre l'école publique et l'école privée. Mais tout ça, ce sont des accords. C'est un accord non écrit entre des gens... Donc vous dites, attention, il y a une certaine harmonie. Voilà. Alors il y a une harmonie qui est non écrite. Il y a des textes, des lois, d'accord. Mais tout ça tient sur un consensus national. Et je crains beaucoup, par exemple, qu'on en appelle aux enfants. On dise, regardez ce qu'on fait de votre école. Ce qui était déjà arrivé beaucoup de fois avec les lycéens, par exemple. Eh bien, je voudrais pas que ceci recommence. Et c'est pour ça que je trouve que le contexte monte en puissance avec une réforme. Vous dites qu'on prend en otage l'école, finalement. On prend en otage l'école pour des combats politiques et je crois que c'est quand même pas le sujet à l'école. On va en parler justement, les combats politiques. Un mot aussi, Jean-Luc Gombault, demain il va y avoir plusieurs syndicats, 7 sur 10, il y a aussi une guerre syndicale parce qu'on va retrouver des syndicats très différents. C'est un véritable patchwork qu'il va y avoir. Très différent, mais ceux qui font grève représentent plus de 3/4 des professeurs qui ont voté. Pas 3/4 des professeurs, mais qui votent aux élections professionnelles. La question sera de savoir si on fera plus grève qu'on l'a fait au mois de mars. Au mois de mars, il y avait eu un tiers, d'après les syndicats, un tiers des enseignants qui ont fait grève, ce qui prouve que déjà au mois de mars, on discutait de cette fameuse réforme que rejetait une partie du corps professoral. Ça n'est arrivé dans les têtes des parents d'élèves que très récemment, au moment des ponts, vous avez dit Frédéric à l'instant. Et c'est vrai que c'est arrivé de manière un peu rapide. Si on a plus d'un tiers des enseignants qui sont en grève demain, les syndicats opposés à la réforme, pour diverses raisons, en ce sens qu'il y a une diversité, pour diverses raisons, si les syndicats font plus qu'un tiers, évidemment, ça veut dire qu'ils auront progressé. Cela dit, on rentre dans la politique cette fois-là. Comment le gouvernement pourrait-il céder alors qu'en réalité, il a deux objectifs. Le premier objectif, c'est justement de dire « moi, je ne cède pas devant les réformes », puisqu'on l'a tellement accusé d'être mou, à chaque fois, il recule, donc il dit « moi, je ne cède pas ». Et deuxièmement, sur un thème politique qui pour lui est majeur, qu'a souligné Frédéric Dabi à l'instant, c'est-à-dire l'égalité. Donc je ne peux pas quand même céder... L'égalité et la jeunesse, pourrait-on rajouter, dont François Hollande a fait la priorité de son quinquennat. Exactement. L'égalité. J'ai un projet qui d'après lui, repose sur les questions d'égalité et qui concerne la jeunesse, en tout cas les 3 millions et quelques d'élèves qui sont au collège, et donc il ne peut pas évidemment reculer, ce qui explique d'ailleurs pourquoi beaucoup de professeurs disent que bien qu'ils aimeraient faire grève, ils ne le feront pas, parce que perdre une journée de salaire alors qu'ils présagent
que le gouvernement ne reculera pas, c'est pas quelque chose qui vous incite à la faire. Pas de recul, Frédéric Dabi. On a bien compris que l'enjeu du gouvernement, c'est de tenir bon, de résister, surtout de ne pas faire marche arrière dans un tel contexte. Mais il y a eu quand même certains aménagements, des mains tendues par la ministre de l'Éducation, Najat Vallaud-Belkacem, qui a reconnu elle-même, qui a reconnu ce dimanche, elle s'est emportée quelquefois, a-t-elle dit. Oui, c'est vrai. Elle a aussi mis les choses sur le dos, si je puis dire, du Conseil des programmes où il y a eu quelques ballons d'essai, ce qui a créé des fantasmes sur le latin, le grec, sur l'allemand, où là, une fois de plus, on a ces questions, ces symboles de l'excellence au collège qui ont été perçus comme ayant été stigmatisés pour aller vers cet égalitarisme et ce nivellement par le bas. Ce qui est intéressant dans la manifestation, dans le mouvement social de demain, c'est qu'une des revendications très fortes portées par les syndicats, l'opposition aux 20% d'autonomie des établissements, n'est absolument pas soutenu par l'opinion publique, qui est favorable à l'autonomie d'une partie des établissements sur quelques éléments programmatiques, et que ce n'est pas un cheval de bataille de la droite. On sait très bien qu'une des réformes emblématiques de Nicolas Sarkozy et de Valérie Pécresse entre 2007 et 2008, c'est la réforme des universités basée sur l'autonomie. Il y a une sorte de décalage entre la revendication majeure des syndicats d'enseignants et les craintes de l'opinion publique. Alors l'autre bataille, et on va arriver rapidement à votre livre, Jean de Boyhuis, c'est la bataille, il y a bien sûr la bataille classique, le clivage gauche-droite sur l'école, mais aussi une compétition à l'intérieur de la droite. Qui va prendre le leadership pour mener le combat? Et il semble, vous allez me dire si c'est votre avis, que Bruno Le Maire a une avance certaine et confortable. Habilement, il s'est positionné avec d'abord une pétition de parlementaires, puis des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale qui ont été remarquées. Est-ce que c'est votre avis? Je suis tout à fait de cet avis, parce que comme vous, je regarde la presse et je vois que Bruno Le Maire est absolument tête de file d'une bataille. Alors, pourquoi? Parce qu'il considère que le gouvernement poursuit des objectifs de nivellement par le bas, de recherche d'une école utopique où tout le monde arriverait à tout, et lui croit à l'excellence comme locomotive, comme forme de qualité pour l'école. Comme les autres leaders de la droite, comment ça se fait qu'il a occupé une place plus importante dans ce combat-là? Non, mais je crois que l'UMP est actuellement dans une bataille aussi interne en vue des primaires, mais François Fillon aussi a pris la position sur l'autonomie du collège, il l'a écrit, il l'a dit. Disons-le, moins fracassante, moins entendue, oui, moins éclatante. Mais Fillon ne dit jamais des choses fracassantes. Je ne suis pas sûr non plus qu'il pense que c'est au collège que je joue l'avenir politique. Par contre, Bruno Le Maire, qui connaît bien le sujet, défend bien une thèse qui consiste à dire que l'égalitarisme égale idéologie. C'est ça que dit. C'est une thèse purement politique. Voilà. Je ne la combats pas, c'est un ami politique. Mais c'est l'occasion pour moi de dire que je crains beaucoup la surenchère sur les sujets de l'école. Mais là, on est dans une compétition qui va être nationale très vite avec les présidentielles dans quelques mois, mais elle est déjà interne à l'UMP. Et elle est accentuée par les primaires, évidemment. Et elle est accentuée par ces primaires qui sont une occasion de se déchirer. Eh ben, on va en parler, parce que c'est aussi l'un des thèmes de votre livre. Frédéric Dabi, est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'on peut dire que c'est une petite victoire pour Bruno Le Maire, qui arrive ainsi à trouver, c'est pas évident, une place entre le préféré à droite que sont Alain Juppé et Nicolas Sarkozy? Il a installé son argumentaire, son style, pas à pas, il a affûté ses flèches contre le gouvernement, c'est le cas? Oui, c'est vrai qu'il a dégainé le premier, comme il avait dégainé le premier pour prendre acte et porter sa candidature à l'élection interne de l'UMP à l'été 2014. C'est vrai aussi que c'est en adéquation avec l'image qu'il a, le germaniste, l'écrivain, il se pose comme ce défenseur de l'excellence. Et enseignant. Et enseignant, tout à fait. Et il a un statut à part à droite de ce point de vue-là. C'est vrai que dans les enquêtes d'opinion, je ne parle pas de la popularité ou de par son acte lourd de candidature à l'élection interne, il a pris la tête des quadras, si je puis dire. Et dans les enquêtes sur la primaire, bien sûr, il faut être extrêmement prudent. C'est dans 18 mois, il y a un très long faux plat, on ne sait même pas qui sera candidat. Il apparaît comme porteur du renouveau, du changement à droite, dans le cadre où beaucoup de sympathisants UMP et de droite potentiellement votant à la primaire ne veulent pas d'un nouveau match Hollande, Sarkozy, Marine Le Pen, si je puis dire. Et il a la stratégie du sous-marin. Il a un peu disparu, il est revenu sur l'école. Et c'est vrai quand on voit que Nicolas Sarkozy... Le sous-marin a fait surface. Et quand on voit que Nicolas Sarkozy, juste après, ne s'est pas positionné sur le fond de la réforme, mais sur une attaque assez violente et qui a créé une polémique sur laquelle je ne vais pas me prononcer contre Najat Vallaud-Belkacem, on peut dire que Bruno Le Maire a réussi son coup. Est-ce que c'est aussi l'autre match, celui de l'autre génération? Quand Bruno Le Maire et Manuel Valls s'affrontent sur ce sujet,
sujet. Et quand on sait qu'un débat va être organisé sur Europe 1 entre Bruno Le Maire, qui accepte donc d'affronter et elle-même Najat Vallaud-Belkacem, parce que déjà, eh bien, on saute une génération. Tout à fait. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles Bruno Le Maire a fait ce score inattendu lors de l'élection à la présidence de l'UMP. Parmi tous ceux qui sont candidats potentiels à la présidence de la République, enfin aux primaires, c'est le seul qui n'a rien à perdre. C'est le seul qui n'a rien à perdre. M. Fillon a beaucoup à perdre s'il est battu, M. Sarkozy a beaucoup à perdre, et M. Juppé aussi, exactement. Donc c'est le seul. Et ça vous rend offensif. Et ça vous rend offensif, le fait que vous n'avez rien à perdre. Et il se saisit de quelque chose qui, semble-t-il, va devenir majeur dans les mois qui viennent, les questions de société. Beaucoup plus que peut-être que les questions économiques. Et il a accéléré, peut-être même dépassé François Fillon. Je pense que les débats de société sont devenus majeurs dans ce pays. Je pense que le problème de l'école va ressurgir en permanence. Et moi, je trouve très positif qu'il y ait enfin un vrai débat sur le sujet. Moi, ça ne me gêne pas du tout que des nouvelles générations débattent de la question. Moi, je réprouve les batailles personnelles, etc. Mais Bruno Le Maire connaît très bien le sujet. J'espère que Madame la ministre de l'Éducation nationale les connaît aussi. Est-ce que vous savez j'ai un peu peur qu'on soit parti. Non, je l'espère parce que j'ai l'impression qu'on est parti dans une réforme très vite. C'est ça la vérité, il faut supprimer ça. Je vois par exemple, je prends juste un exemple, que 20% du temps accordé aux enseignants pour faire de l'enseignement pluridisciplinaire. Mais c'est très compliqué l'enseignement pluridisciplinaire. Ça demande énormément d'efforts, de connaissances et même d'expérience. Et d'organisation. Et d'organisation. Donc il faudrait expliquer aux Français qu'est-ce que c'est l'enseignement pluridisciplinaire. Ça existe déjà, ça existe pendant le seconde dans les lycées, sur l'enseignement culturel, etc. Mais on part comme ça sur des mots, et ça je comprends très bien que ça représente pour les enseignants. Jean Boyer, est-ce que vous savez que vous avez un point en commun avec Bruno Le Maire? Enfin, vous en avez deux, vous êtes de droite. Un autre, c'est que lorsqu'il était directeur de cabinet de Dominique de Villepin, il a aussi choisi d'écrire sur les coulisses de cette période. Absolument, j'ai lu son livre. L'antre du pouvoir. Il a écrit un livre excellent. Voilà, pour vous aussi. Et ça concerne François Fillon, Premier ministre de Nicolas Sarkozy. Est-ce qu'il savait, François Fillon, que vous aviez ce projet? Écoutez, je suis venu lui dire que j'écrivais un livre. Il était un peu surpris parce qu'il en écrivait un aussi. Et puis nous n'avons plus reparlé. Nous sommes rentrés dans une espèce de match silencieux. De temps en temps, je me renseignais où il en est chez des collègues. Et puis finalement, on se méfiait pas mal de moi. Et mon livre s'est terminé. Je suis venu le voir. J'ai dit, François, j'ai écrit le livre. J'ai raconté cette période. Comme je l'ai senti, je l'ai vécu intensément. Et tu sais pourquoi? Il m'a dit un mot gentil. Voilà. Enfin, d'abord, il l'a lu parce qu'il l'a pris. Il m'a téléphoné 2 jours après. Oui, il peut vous dire un mot gentil parce que le concernant, vous êtes objectif. Vous le dites vous-même, mais vous ne cachez ni votre sympathie ni votre affection. J'essaie d'être très. Non, mais je ne dis pas ma proximité, mon affection pour François Fillon. Mais ce qui m'a passionné, c'est le scénario qu'on a vécu. Moi, j'ai un passé politique. Je suis venu dans cette maison, finalement, sur le tard. Et j'ai finalement eu 2 casquettes. Une de conseiller technique. Je m'occupais des lourds dossiers du ministère de la Culture, qui étaient des sujets passionnants. Et puis, d'un autre côté, je me suis fait, comme dit André Gide, je me suis fait voyeur pour mieux voir. C'est-à-dire... Parce que ce n'est pas seulement un livre politique. Vous connaissez bien la vie des cabinets. Oui, et puis c'est beaucoup un livre personnel. J'ai vécu cette période... à ma manière. J'ai regardé, visité. Je suis sorti de cette maison pour voir comment vivaient les autres. C'était vraiment une expérience multiforme et multi-regard. Voilà, donc je raconte un peu ça. Et si la partie politique, c'est quoi en 2 mots? La partie politique, j'ai vu que Fillon et le président Sarkozy avaient fait un programme ensemble, qu'ils étaient partis à la bataille ensemble, que Fillon croyait dur comme fer à l'équipe. Et puis brusquement... Il n'y a jamais eu de tandem. Et brusquement... Moi, je le situe en début 2008. Brusquement, Fillon devient une espèce de personnage qu'on essaie de mettre à l'écart, dont tous les propos sont critiqués, combattus. L'entourage... Ça commence par le mot collaborateur. Tout le monde baisse le ton en disant le pauvre Fillon. Oui. Autrement, il y a une espèce de manière de césarisme qui apparaît, alors que Fillon travaille, qu'on a des dossiers extrêmement difficiles. Vous voyez bien qu'on voit votre sympathie pour lui, votre affection quand même. Ça, je ne l'ai jamais caché.
Mais je veux dire par là que la mécanique de Matignon, non seulement n'a pas faibli à ce moment-là, mais au contraire, nos chefs disaient, mais vous travaillez, vous ne vous occupez pas de politique, vous avancez, etc. Oui. Et il a été traité de collaborateur. Il continue à travailler. Il fonce même. François Fillon, le maltraité, ne quittera pas Matignon. Vous venez le voir, vous lui posez la question. Qu'est-ce qu'il vous répond? Il me répond que Sarkozy lui rend la vie insupportable, que je suis insupportable de venir de lui en parler, qu'il voudrait faire autre chose, qu'il voudrait enfin respirer, qu'il a consacré 4 ans à la France, mais que personne ne l'a aidé. Je lui ai répondu très sincèrement et très fidèlement. Je lui ai dit, François, tu sais rien faire d'autre que de la politique et tu en fais très bien. Alors ne me raconte pas que tu vas partir. Car si quelqu'un d'autre arrive, quelqu'un d'autre, qui quelqu'un d'autre, Monsieur Borloo, Monsieur Darcos, quelqu'un d'autre, mais il sera exactement dans la même situation. Pourquoi abandonner le poste? Pourquoi abandonner le poste? Je n'ai aucun mérite, je raconte cette conversation pour les détails, je raconte même que je regarde des tapisseries, je raconte ça pour les détails, mais je suis convaincu que Fillon ne voulait pas partir en réalité. Et rien n'est plus difficile, plus difficile que de convaincre quelqu'un qui est déjà convaincu. Parce qu'il teste sur vous sa mauvaise humeur. Voilà. Et ça donne vraiment, j'insiste, c'est pas seulement un livre politique. On voit bien la vie des cabinets, etc. On voit bien aussi qu'il n'y a jamais eu de tandem Sarkozy-Fillon, ça on peut le dire. Et c'est une plongée dans les entrailles du pouvoir. Jean de Boihuy, anti-secret, on était ravis de vous recevoir. Merci beaucoup. Merci Frédéric Dabi et Jean-Luc Gambout pour vos analyses. La dernière page du 22h à présent avec le rappel des principales informations en France et dans le monde. Regardez, c'est le tour de l'info d'Agathe Pécastin. L'État islamique étend son territoire en Irak. Hier, la ville de Ramadi est tombée aux mains des djihadistes. Une véritable déconvenue pour l'armée irakienne. Après plusieurs jours de siège, les milices chiites et sunnites fuient la base de commandement. En juin 2014, Daesh s'était déjà emparé de la deuxième ville la plus importante du pays, Mossoul. Ils sont désormais à quelques kilomètres de Bagdad. Les États-Unis, à la tête de la coalition internationale, ont annoncé avoir lancé des frappes dans la région pour soutenir la reconquête. L'Union européenne à l'assaut des passeurs. Bruxelles donne son feu vert pour une opération navale en mer Méditerranée pour lutter contre le trafic des migrants. La mission devrait débuter le mois prochain. Objectif, surveiller et démanteler les filières à l'aide de patrouilles de la marine européenne. Au Sénat, c'est la question des quotas de migrants réclamés par la Commission européenne qui s'invite dans les débats. Oui ou non, la France va-t-elle accepter la définition de quotas européens prenant en compte les efforts déjà réalisés? Le président singapourien reçoit tous les honneurs. Tony Tan Keng Yan entame une visite d'1 semaine en France. Au cœur des discussions, la coopération économique entre les deux pays. Une relation diplomatique qui dure depuis 50 ans. La France a reconnu la cité-État dès son indépendance en 1965. Singapour, véritable porte de l'Asie, est très attractive. Aujourd'hui, la ville accueille plus de 700 entreprises françaises. Elle est la meilleure jeune économiste. Pascaline Dupas a été récompensée pour son travail sur la santé et l'éducation en Afrique. Professeure de la prestigieuse université de Stanford, elle est saluée pour son étude de terrain. Aurélie Dupont dansera pour la dernière fois ce soir. À 42 ans, la danseuse étoile de l'Opéra de Paris dit adieu à la scène du Palais Garnier. Un adieu ou un simple au revoir. Son directeur Benjamin Millepied l'a déjà nommé maître de ballet. Sa dernière représentation dans l'histoire de Manon sera filmée par le réalisateur Cédric Lapiche et retransmise en direct dans 350 cinémas en Europe. Et on arrive à la fin de ce 22h. Merci de votre fidélité. À suivre votre soirée documentaire sur Public Sénat. À demain, avec plaisir. Belle et douce nuit à vous.